la sœur de ma femme a caché de la drogue dans ma chambre et a appelé la police. Ma femme et sa mère l'ont soutenu comme témoin, sachant que j'étais innocent. Assume la responsabilité, m'ont-elles dit. Mais mon avocat leur a ensuite montré ça. Ma femme est devenue toute pâle. Ma belle-mère ne pouvait plus parler. Vous savez, certains jours semblent bizarres dès le réveil. Comme si l'univers vous préparait quelque chose, mais qu'on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Bon, mardi avait commencé normalement. Mais avec le recul, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me fier à ce sentiment tenace qui me rongeait les tripes, me disant que quelque chose clochait. Je venais de rentrer d'un autre quart de travail de 10 heures sur un chantier en centre-ville. J'avais un mal de dos terrible. Mes bottes étaient couvertes de béton séché. Et tout ce que je voulais, c'était ouvrir une bière fraîche et peut-être regarder le match sur ESPN. Le genre de routine du mardi soir qui permet à un travailleur de garder la raison. Vous savez, rien de compliqué, rien de spécial. Juste moi, mon fauteuil et le silence béni d'une maison où je pouvais enfin respirer. À peine avais-je franchi la porte d'entrée que je l'entendis. Ce coup autoritaire qui transperce les murs et vous arrête le cœur l'espace d'une seconde. Le genre de coup qui dit, ce n'est pas votre voisin qui vous demande du sucre. J'ai regardé par le Judas et j'ai senti mon estomac se nouer. 2 policiers se tenaient sur mon porche, l'air impeccablement officiels dans leurs uniformes impeccables, l'un d'eux cherchant déjà son bloc-notes. Quand j'ai ouvert la porte, le plus âgé, un type trapu aux tempes grisonnantes et à la moustache qui trahissait ses 20 ans de service, n'a pas perdu de temps en civilité. Marcus aïe, a-t-il demandé, même si son ton laissait entendre qu'il connaissait déjà la réponse. Lorsque j'ai hoché la tête, il a continué. On a reçu un tuyau concernant des substances illégales sur les lieux. On aimerait faire un tour, si ça vous va. J'ai réfléchi comme un pilote de NASCAR dans le dernier tour. Substances illégales. De quoi parlait-il? Je ne me drogue pas. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Bon sang, je bois à peine plus d'une bière ou 2 le week-end. Mais là, ça m'a frappé comme un coup de massue. Bianca. Ça devait être à cause de Bianca, la sœur cadette de ma femme, qui dormait chez nous de temps en temps depuis quelques mois. Cette fille était une vraie bombe. Et tout le monde le savait, sauf ma femme Cali et sa mère Darlene, qui traitaient Bianca comme une sorte d'ange incompris, au lieu de la petite manipulatrice et intrigante qu'elle était en réalité. Toujours à amener des amis louches avec des tatouages dans le cou et une énergie nerveuse. Toujours à disparaître pendant des jours sans explication. Toujours à afficher ce faux sourire doux qui me donnait la chair de poule. Ouais, si les flics étaient là pour la drogue, c'était bien Bianca. Bien sûr, les policiers, ai-je dit en m'écartant pour les laisser entrer. Mais je crois qu'il y a eu une erreur. Si c'est à propos de ma belle-sœur, Marcus. La voix de Cali s'éleva du couloir, et je me retournai pour la voir sortir de la cuisine. Elle avait l'air calme. Trop calme, en fait. Le genre de calme qui vous fait vous demander ce qui se passe vraiment derrière ses yeux. Elle arborait ce petit sourire qu'elle a lorsqu'elle est contente de quelque chose. Le même qu'elle arborait lorsqu'elle était acceptée en master ou lorsque son équipe préférait gagner un match. Salut, ma belle, comment sais-je? Ces policiers sont là. Sa chambre est au bout du couloir, dit Cali, me coupant la parole et s'adressant directement aux policiers. Elle désigna notre chambre avec la désinvolture de quelqu'un qui indique le chemin de l'épicerie. 2e porte à droite. Je clignai des yeux, puis de nouveau, car je l'avais sûrement mal entendu. Ma chambre, demandai-je d'une voix plus faible que je ne le pensais. Cali, de quoi parlez-vous? Mais elle refusa de me regarder. Elle garda son petit sourire serein plaqué sur son visage tandis que les policiers hochaient la tête et s'engageaient dans le couloir comme s'ils savaient exactement où ils allaient, comme s'ils étaient déjà venus, comme si tout était chorégraphié. Je les suivis quelques jours plus tard, mes bottes de travail pesant lourdement sur le parquet, l'esprit peinant à comprendre ce qui se passait. Il devait s'agir d'une sorte de malentendu. Une blague cosmique qui se dénouerait en quelques minutes quand il réaliserait qu'il s'était trompé de maison, de personne, de tout. Le policier le plus âgé se dirigea droit vers la commode de notre chambre, la grande commode en chêne que Cali et moi avions achetée dans un vide-grenier 3 ans plus tôt. Il n'hésita pas, ne regarda pas autour de lui, ne demanda pas la permission. Il s'en approcha et ouvrit le tiroir du bas comme il l'avait fait 1000 fois. Et c'est là que mon monde bascula. Là, niché entre mes vieux t-shirts d'université et des chaussettes d'hiver que je n'avais pas portées depuis des mois,
se trouvait un sac Ziploc transparent rempli de pilules. Des petites blanches, des petites bleues, des capsules que je ne reconnaissais pas. Assez pour faire penser même à un observateur non averti, ouais, ce type dealerait, c'est sûr. Je me suis figé. Complètement figé. Mon cerveau s'est éteint pendant quelques secondes, le temps que je fixe ce sac comme un ovni qui s'est écrasé dans mon tiroir à sous-vêtements. Parce que c'était bien ça, en fait. Quelque chose de complètement étranger et impossible qui s'était matérialisé dans mon espace le plus intime. Ce n'est pas à moi, ai-je dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Puis plus fort, plus désespéré. Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais personne n'a bougé. Personne n'a paru surpris. Le jeune policier, au visage poupin qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, a sorti ses menottes avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui avait répété ce numéro des centaines de fois. Le plus âgé a commencé à me lire mes droits d'une voix monocorde. Ils doivent enseigner à l'académie. C'est là que je les ai remarqués. Ma belle-mère, Darlene, se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine, observant toute la scène avec ce que je ne peux qualifier que de satisfaction. Ni surprise, ni confusion, ni le choc qu'on attendrait de quelqu'un dont le gendre vient de se faire arrêter pour drogue. Juste une satisfaction pure et simple, comme si elle regardait sa série préférée atteindre son paroxysme. Et Bianca, Seigneur, Bianca était perchée dans l'escalier comme une sorte de vautour. Ce sourire narquois caractéristique jouait au coin de ses lèvres. Le même sourire narquois qu'elle m'adressait depuis des mois chaque fois qu'elle pensait que personne d'autre ne la regardait. Le même sourire narquois qui disait, je sais quelque chose que tu ignores, mais c'est Cali qui m'a brisé le cœur. Ma femme depuis 4 ans, la femme pour qui j'avais fait des doubles journées pour faire mes études supérieures. La femme pour qui j'avais remué ciel et terre. Elle refusait toujours de me regarder. Elle se tenait là, dans le couloir, à examiner ses ongles, comme si regarder son mari se faire arrêter était aussi intéressant qu'attendre que la peinture sèche. Les menottes métalliques claquaient autour de mes poignets avec une irrévocabilité qui résonnait dans mon âme. Froide, impitoyable, authentique. Et tandis qu'elle me conduisait vers la porte d'entrée, passant devant les photos de famille accrochées au mur et la vie que nous avions construite ensemble, la vérité me frappa comme un train de marchandises lancé à toute vitesse. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un coup de malchance, ni le mauvais endroit, ni le mauvais moment. C'était un piège. Un piège soigneusement orchestré, méticuleusement planifié, destiné à me détruire. Et les 3 femmes en qui j'avais le plus confiance au monde étaient les architectes de ma chute. Alors que la portière de la voiture de patrouille claquait derrière moi, j'aperçus une dernière fois ma maison par la lunette arrière. Cali se tenait sur le porche, arborant toujours ce petit sourire satisfait, tandis que Darlene et Bianca la flanquaient comme des gardes du corps. On aurait dit qu'elle posait pour une photo de victoire. Et c'est là que j'ai réalisé que les mardis ordinaires ne devraient pas se terminer en menottes, mais parfois, c'est le cas, surtout quand les gens qu'on aime décident qu'on est superflu. Laissez-moi vous raconter une histoire sur le fait de grandir dans la pauvreté en Amérique. Ça vous apprend la valeur de chaque dollar et de chaque relation qu'on parvient à construire. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent, ni un fonds fiduciaire, ni des parents qui auraient pu me tirer d'affaire quand la vie était dure. Bon sang, mon père est parti quand j'avais 12 ans et ma mère a cumulé 2 boulots juste pour nous éviter de nous faire expulser chaque mois. Alors, quand j'ai enfin réussi à me construire, quand j'ai enfin trouvé quelqu'un qui, je le pensais, m'aimait pour qui j'étais, j'ai protégé ça de toutes mes forces. Cali n'était pas comme les autres filles avec qui je sortais. Elle avait des projets, des ambitions, une vision d'avenir qui ne supposait pas de se contenter de la médiocrité. Quand on s'est rencontrés dans ce café près de la fac, moi prenant une petite dose de caféine entre 2 heures de cours, elle révisant pour un examen de psychologie, j'ai su qu'elle était hors de ma portée. Mais pour une raison inconnue, elle a vu en moi quelque chose qui méritait qu'elle reste. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Je me suis donné à fond pour cette femme. Pendant qu'elle préparait son master en travail social, je travaillais 12 heures par jour dans le bâtiment, posant fondation après fondation sous un soleil de plomb pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans se soucier du loyer, des courses ou des mensualités de voiture. Quand son ordinateur portable est tombé en panne pendant la semaine des examens, j'ai pris des heures supplémentaires le week-end pour lui en acheter un nouveau. Quand elle avait besoin de manuels scolaires qui coûtaient plus cher que le budget course hebdomadaire de la plupart des gens, je l'ai fait. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On fait des sacrifices.
On fait passer ses rêves avant son confort. On construit quelque chose ensemble. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je ne construisais pas un partenariat. Je construisais un piédestal. Et j'étais le seul à le soutenir. La dynamique familiale de Cali aurait dû être mon premier signal d'alarme. Mais l'amour rend aveugle à beaucoup de choses. Sa mère, Darlene, m'a traité comme une employée dès le premier jour. Assez polie quand elle avait besoin de faire une réparation chez elle, mais jamais assez chaleureuse pour que je me sente comme un membre de la famille. J'arrivais réparer son robinet qui fuyait ou faire sa vidange, et elle rôdait dans les parages en faisant des commentaires passifs-agressifs sur le don de certaines personnes pour le travail manuel. Comme si travailler de mes mains était quelque chose dont il fallait avoir honte plutôt que d'être fier. Et puis il y avait Bianca, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de personne, sauf les miens. 24 ans, elle gambadait toujours entre les boulots comme une boule de flippée, vivait toujours de la générosité des autres, jouait toujours la victime chaque fois que ses mauvais choix la rattrapaient. Mais à entendre Darlene, Bianca traversait juste une mauvaise passe, se cherchait, ou trouvait n'importe quelle autre excuse pour justifier son comportement. Quand Bianca a emménagé chez nous au printemps dernier, j'ai essayé d'être compréhensive. La famille est de la famille, non? Cali m'a expliqué que sa sœur avait besoin d'un endroit sur où se poser après que son dernier petit ami s'était avéré être un bon à rien qui avait vidé son compte en banque. Alors, j'ai vidé mon bureau, installé un lit et je l'ai accueillie comme si elle était de mon sang. Grosse erreur. En une semaine, Bianca avait transformé notre maison en son repère de fêtard. Elle débarquait à 3 heures du matin avec des amis que je ne connaissais pas, des types louches avec des tatouages de taulards et des femmes qui semblaient tout droit sorties d'une maison de méthamphétamine. Elle pillait notre réfrigérateur, laissait des bouteilles de bière sur ma table basse, fumait des cigarettes dans mon jardin sans demander mon avis. Je me réveillais pour mon service de 5 heures et trouvais des inconnus évanouis sur mon canapé. Mais chaque fois que j'en parlais à Cali, elle se mettait sur la défensive. C'est de la famille, Marcus. Elle traverse une période difficile. Tu ne peux pas être patient? Et quand j'essayais de parler à Darlene de fixer des limites, elle me lançait un sourire condescendant et me disait, « Marcus, chéri, certains d'entre nous comprennent que la famille, c'est faire des sacrifices les uns pour les autres. » Le sous-entendu était clair. Je n'étais pas vraiment de la famille. J'étais juste celui qui payait les factures. Bianca et moi n'avons jamais contribué un centime aux courses ni aux charges. Jamais nettoyé derrière elle ou ses amis. Jamais montré une once de gratitude pour le toit au-dessus de sa tête ou la nourriture qu'elle avait dans le ventre. Au lieu de cela, elle me traitait comme un inconvénient dans ma propre maison. Elle laissait la vaisselle sale empilée dans l'évier pendant des jours, utilisait toute l'eau chaude pour des douches d'1 heure, mettait la musique à fond quand j'essayais de dormir avant les premiers quarts de travail. Et le pire, c'était la façon dont elle me regardait parfois quand elle pensait que personne d'autre ne la regardait, comme si elle connaissait un secret que j'ignorais. Comme si elle attendait juste le bon moment pour balancer une bombe qui ferait exploser mon monde. J'aurais dû me fier à mon instinct. J'aurais dû m'opposer quand Cali a préféré le confort de Bianca à ma tranquillité d'esprit. J'aurais dû voir clair quand Darlene a commencé à faire des remarques sur le fait que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la vie de famille chaque fois que j'exprimais ma frustration face à la situation. Mais j'étais trop occupé à essayer d'être le gentil, le mari compréhensif, le soutien de famille qui ne se plaignait jamais, même si on me laissait tomber. Je pensais que si je continuais à travailler plus dur, à être plus patient, à prouver ma valeur, il finirait par me voir comme plus que le simple imbécile qui payait tout. Au lieu de ça, je suis devenu le bouc émissaire idéal. Voyez-vous, c'est ça le problème avec les familles comme la leur. Elles ont besoin d'un coupable quand les choses tournent mal. Quelqu'un de remplaçable. Quelqu'un dont elles peuvent sacrifier la réputation pour protéger la leur. Et j'étais tellement occupé à gagner leur amour et leur respect que je m'étais peint une cible. Assis dans cette cellule de détention, les yeux fixés sur les murs de béton et respirant de l'air recyclé, j'ai enfin compris mon rôle dans leur petit drame familial. Je n'étais ni le mari, ni le gendre, ni le soutien de famille, ni le protecteur. J'étais le bouc émissaire, celui qui prendrait les choses en main pour que la précieuse progéniture puisse s'en sortir indemne. Ils avaient choisi Bianca depuis longtemps. J'étais trop aveugle pour le voir jusqu'à ce que les menottes claquent autour de mes poignets et que je réalise que j'avais été piégé par les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La blague était pour moi et la chute allait me coûter tout. On croit savoir à quoi ressemble la prison en regardant des séries et des films. Mais laissez-moi vous dire une chose.
Hollywood ne rend pas la réalité accablante d'être enfermé dans une boîte en béton avec rien d'autre que ses pensées et le goutte-à-goutte constant d'un tuyau qui fuit quelque part au loin. La cellule de détention du centre pénitentiaire du comté n'était pas un décor dramatique avec des barreaux qu'on pouvait secouer et des gardes à qui on pouvait faire des clins d'œil. C'était juste 4 murs gris, un banc en métal qui semblait conçu pour vous torturer l'échine et des néons qui bourdonnaient avec la persistance de guêpes en colère. L'odeur vous frappait en premier. Du désinfectant industriel mêlé à des décennies de désespoir humain, de sueur et Dieu sait quoi d'autre. C'est le genre d'odeur qui imprègne vos vêtements, vos cheveux, votre peau, et qui y reste longtemps après votre départ. Si vous partiez, l'air est lourd et vicié, comme respirer à travers une serviette mouillée. Et chaque respiration vous rappelle que vous ne contrôlez plus rien. Pas même quelque chose d'aussi élémentaire que l'air frais. Il m'avait traité comme un morceau de viande dans une usine de conditionnement. Empreinte digitale, photo d'identité, fouille au corps, toute cette routine dégradante conçue pour vous arracher le peu de dignité qui vous restait. L'agent de sécurité était une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée, qui en avait visiblement vu assez pour plusieurs vies. Elle exécutait les gestes avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui aurait déjà fait ce genre de choses des milliers de fois. Un coup de fil, avait-elle dit en glissant vers moi une cabine téléphonique crasseuse. Fais en sorte que ça compte. Mais qui diable étais-je censé appeler? Ma femme qui venait de me regarder me faire arrêter sans sourciller. Ma belle-mère qui se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air d'un matin de Noël, était arrivée en avance. La belle-sœur qui avait probablement caché ses pilules. J'avais fixé ce téléphone pendant 5 bonnes minutes, le doigt survolant les numéros, avant de réaliser la dure vérité. Je n'avais plus personne. Ma mère était partie depuis 3 ans maintenant. Le cancer la dévorait petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des souvenirs et une pierre tombale où je me rendais chaque mois. Pas de frères et sœurs, pas d'amis proches prêts à prendre des risques pour quelqu'un accusé de trafic de drogue. Pas de famille élargie qui se souciait des brebis galeuses qui avaient épousé les mauvaises personnes. Juste moi, seul dans une boîte en béton, à apprendre ce qu'était le véritable isolement. Alors je n'ai pas appelé. À quoi bon? Au lieu de ça, je me suis assis sur cet instrument de torture qu'on appelait un banc, et j'ai laissé le silence m'envelopper comme une camisole de force. Les seuls bruits étaient les pas occasionnels dans le couloir, le bourdonnement de ces satanées lumières et le goutte-à-goutte rythmique qui me rendait lentement folle. Goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte, comme un métronome comptant les secondes de ma vie gâchée. C'est à ce moment-là que mon esprit a commencé à vagabonder vers la brique. Mon croisé berger allemand à la queue tordue et au cœur immense. Je l'avais trouvé il y a 3 ans, à moitié affamé et boitant le long de l'autoroute après que quelqu'un l'eût abandonné comme un déchet. Il avait été renversé par une voiture, la patte arrière mutilée, ses côtes visibles à travers la fourrure emmêlée. Le vétérinaire avait dit qu'il ne remarcherait peut-être plus jamais, que la solution la plus humaine serait peut-être de l'euthanasier. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux marron foncé, un esprit combatif qui me rappelait moi-même. J'ai donc dépensé chaque centime que j'avais économisé pour un nouveau camion en opération et en rééducation. Brick et moi, on se comprenait. Nous étions tous deux des survivants, tous deux des parias qui avaient été malmenés par la vie, mais qui refusaient de se laisser abattre. Il était le seul membre de la famille à ne jamais me juger, à ne rien demander d'autre que de la nourriture, de l'eau et quelques caresses sur le ventre de temps en temps. Maintenant, il était probablement assis devant la porte d'entrée, attendant mon retour, comme je le faisais tous les soirs à 18h30 précise. Il faisait ce truc où il la tête sur le côté quand il entendait une portière claquer, espérant que ce soit la mienne. Sa queue se mettait à remuer avant même de me voir. Une joie pure irradiée de chaque fibre de son être juste parce que son humain était à la maison. Mais je ne rentrais pas. J'étais là, dans ce cauchemar gris. Pendant que ceux qui m'avaient mis la célébraient probablement leur coup monté réussi devant un restaurant chinois à emporter et du vin bon marché. Ils riaient probablement de la facilité avec laquelle tout avait été fait, de la perfection de leur petit plan. Et Brick, le fidèle et confiant Brick, continuerait d'attendre près de cette porte jusqu'à ce qu'on lui dise enfin que je ne reviendrai pas. L'idée de mon chien confus et abandonné me frappait plus fort que n'importe quel coup physique. Il avait déjà été abandonné une fois par des gens censés prendre soin de lui. Maintenant, ça se reproduisait, et cette fois, c'était à cause de moi, parce que j'avais été trop stupide, trop confiante, trop impatiente de croire que les gens que j'aimais m'aimaient vraiment en retour. Les heures s'écoulaient comme des animaux blessés. J'essayais de dormir, mais le banc avait été conçu par quelqu'un qui détestait visiblement la colonne vertébrale humaine.
Et chaque fois que je commençais à m'endormir, un bruit me réveillait en sursaut. Une porte qui claquait, des voix au loin, l'éternelle goutte qui devenait la bande-son de mon enfer personnel. Je me surprenais à repasser chaque instant des derniers mois, à la recherche d'indices que j'avais manqués, de signes que j'aurais dû voir, les sourires narquois de Bianca, la distance croissante de Cali, les commentaires passifs-agressifs de Darlene, la façon dont elle semblait toute partager une blague privée chaque fois que j'entrais dans une pièce. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu manquer quelque chose d'aussi important qui se tramait sous mon nez? Le pire, cependant, n'était pas la trahison, si profonde qu'elle laissait des cicatrices permanentes. Le pire, c'était de réaliser que j'avais vécu dans le mensonge pendant des mois, voire des années. Chaque « je t'aime » de Cali, chaque dîner de famille où j'essayais tant de m'intégrer, chaque sacrifice que j'avais fait en pensant construire quelque chose de significatif, tout cela avait été je jouais à la maison pendant qu'il jouait aux échecs, sans même m'en rendre compte. Et Bianca, bon sang, Bianca avait encore le cran de prendre un air provocateur, comme si elle était la victime dans tout ça. La procureure, une femme au visage sévère nommée Sandra Chin, n'a pas perdu de temps en civilité. Madame Martinez a attiré notre attention sur de nouveaux éléments. Avant de continuer, je veux donner à chacun l'occasion de réviser ses déclarations précédentes. Personne n'a dit un mot. Cali fixait ses mains. Darlene serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Bianca restait assise là, les bras croisés, rayonnante d'attitude. Très bien, dit Chin. Elle fit un signe de tête à Laurel, qui ouvrit son ordinateur portable et le connecta au système de projection de la salle. Ce que vous allez voir, annonça Laurel, ce sont des images de sécurité du domicile de l'accusé enregistrées le jour même. Un silence de mort s'installa dans la pièce tandis que ma chambre apparaissait sur l'écran mural. J'observais leur visage tandis que la performance de Bianca se déroulait en haute définition. Je vis les yeux de Cali s'écarquiller, peut-être sous l'effet d'une surprise sincère. Je vis le visage de Darlene se vider de toute couleur. Je vis le masque de défi de Bianca enfin se fissurer. À la fin de la vidéo, le silence me sembla durer des heures. Enfin, Chin prit la parole. Monsieur Walsh, avez-vous quelque chose à dire? La mâchoire de Bianca était si serrée que j'ai cru qu'elle allait se casser les dents. Ce n'était pas censé être réel, finit-elle par s'exclamer, la voix brisée. Il n'était pas censé être arrêté. Et d'un seul coup, le château de cartes s'écroula. Cali halta. Darlene fit un bruit semblable à de l'air s'échappant d'un pneu crevé. Le procureur se pencha en avant comme un requin qui vient de sentir le sang dans l'eau. Alors, vous admettez avoir placé la drogue, demanda Chin. Bianca sursauta, puis s'arrêta, réalisant enfin qu'elle venait d'avouer plusieurs crimes devant une salle remplie d'avocats. Mais c'était trop tard. La vérité était éclatante, enregistrée et constatée, et indéniable. Les mensonges sur lesquels ils avaient bâti leur machination s'effondraient, et ils ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Les conséquences des aveux de Bianca furent comme une démolition contrôlée au ralenti. Une minute, ils étaient assis là, l'air suffisant et intouchable. La minute suivante, leur monde entier implosait sous mes yeux. Et honnêtement, après tout ce qu'ils m'avaient fait subir, je ne peux pas dire que j'ai ressenti beaucoup de compassion en voyant tout cela s'écrouler. La procureure Chin a réagi rapidement une fois ces aveux enregistrés. En 24 heures, les charges retenues contre moi ont été officiellement abandonnées, et l'État a porté de nouvelles accusations contre 3. Bianca a été condamnée pour les plus graves chefs d'accusation, possession en vue de distribution, fabrication de preuves et complot en vue de commettre une fraude. Cali et Darlene ont toutes deux été accusées d'entrave à la justice et de parjure pour avoir soutenu le mensonge de Bianca et fait de fausses déclarations à la police. La vitesse à laquelle tout cela s'est déroulé était presque surréaliste. Un jour, je suis en prison, persuadé que ma vie est finie. Le lendemain, j'en ressors libre, tandis que ceux qui ont tenté de me détruire se font photographier. La justice ne fonctionne pas toujours ainsi. Mais parfois, juste parfois, l'univers décide de rétablir l'équilibre. Ma maison était vide quand je suis enfin rentré. Pas seulement vide de gens, mais aussi de leurs affaires. Cali avait vidé la maison en vitesse, emportant tout ce qu'elle pouvait porter et ne laissant derrière elle que les meubles trop lourds pour être déplacés sans aide. Le silence était différent maintenant, non plus solitaire comme avant quand je rentrais de longues heures de travail, mais paisible, comme si l'énergie toxique qui empoisonnait l'air depuis des mois avait enfin été aspirée par un aspirateur géant. La première chose que j'ai faite a été d'aller directement chez Ellie chercher Brick. Mon voisin m'a accueilli à la porte avec une bière et un sourire entendu.
Et quand Brick a déboulé au coin de la rue, sa queue tordue remuant comme un rotor d'hélicoptère, j'ai failli craquer sur le perron des lits. Ce chien m'a sauté dessus comme si j'étais parti depuis des années, me couvrant le visage de baisers et émettant ces gémissements joyeux que font les chiens quand leur monde est soudain remis en ordre. Il a été sage, a dit Ellie en grattant derrière les oreilles de Brick. Il a bien mangé, dormi sur mon canapé, mais il a passé le plus clair de son temps assis près de la fenêtre à guetter ton camion. Je n'ai pas pu parler une minute, j'ai juste enfoui mon visage dans la fourrure de Brick et je me suis laissé aller à ressentir de la gratitude pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité. Ce chien ne m'avait jamais trahi, ne m'avait jamais menti, n'avait jamais essayé de m'utiliser à son avantage. Dans un monde peuplé de gens qui avaient prouvé qu'ils n'étaient pas dignes de confiance, Brick était la seule constante sur laquelle je pouvais compter. Laurel est restée en contact tout au long du processus, me tenant au courant de l'évolution de la procédure judiciaire. Elle s'est avérée être exactement le genre d'avocate dont j'avais besoin. Intelligente, tenace et sincèrement investie pour que justice soit rendue au lieu de se contenter de régler des dossiers. Je fais ça depuis 5 ans, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous nous retrouvions autour d'un café pour régler quelques derniers papiers. J'ai vu beaucoup de gens se faire malmener par le système, généralement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Mais j'ai aussi appris que parfois, la vérité a tendance à surgir au moment où on s'y attend le moins. Elle marqua une pause, mélangeant du sucre dans son café avec plus de concentration que nécessaire. Puis-je vous poser une question personnelle? Zut. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait ça? Je comprends que Bianca veuille se débarrasser des preuves, mais ta femme et sa mère. Elles t'ont jeté sous un bus pour protéger quelqu'un qui était clairement problématique. Pourquoi? Je me pose la même question depuis des semaines. Parce que j'étais remplaçable, ai-je fini par dire. J'étais l'outsider, celui qui s'était marié avec un membre de leur famille, mais qui n'y avait jamais vraiment sa place. Au bout du compte, le sang était plus épais que l'eau, et je n'étais pas du sang. C'est assez froid. Ouais. Bon, j'ai appris beaucoup de choses sur les gens ces derniers temps. La plupart du temps, des choses que j'aurais préféré ignorer. Le système judiciaire a mené ses procédures avec une efficacité bureaucratique. L'avocat commis d'office de Bianca a essayé de négocier un accord de plaidoyer, mais avec les preuves vidéo et ses aveux enregistrés, elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle a fini par plaider coupable à des charges réduites et a été condamnée à 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois si elle suivait un programme de désintoxication. Callie et Darlene ont engagé un avocat privé qui a réussi à obtenir une réduction de peine à 14 mois avec libération conditionnelle, plus des travaux d'intérêt général et de lourdes amendes. Elles auraient probablement purgé 8 ou 9 mois si elles avaient gardé le nez sec, mais leur réputation était fichue. La nouvelle s'était répandue dans leur entourage, et apparemment, les personnes qui fréquentaient les déjeuners caritatifs et les clubs de lecture ne voyaient pas d'un bon œil les accusations de parjure et de complot. Mais voici ce qui m'a vraiment touché, pendant tout ce temps, entre les arrestations, les dates d'audience et les audiences de détermination de la peine, aucune d'elles ne s'est excusée. Pas une seule fois, aucune n'a reconnu ce qu'elle m'avait fait ni exprimé le moindre remords pour avoir tenté de détruire la vie d'un innocent. Même devant le juge, au moment de la condamnation, elles se sont comportées comme des victimes des circonstances plutôt que comme des personnes ayant délibérément choisi de commettre des crimes. Kelly a essayé de me contacter à plusieurs reprises après sa condamnation. Elle m'a laissé des messages vocaux me demandant de trouver une solution et de surmonter ce malentendu. Comme si se faire piéger pour possession de drogue n'était qu'un petit contretemps relationnel qu'on pourrait régler avec un bon dîner et une conversation sincère. J'ai bloqué son numéro, changé mes serrures, entamé les démarches de divorce. Certaines choses ne se pardonnent pas, et certaines personnes ne méritent pas une seconde chance. J'avais appris cette leçon à mes dépens, mais au moins je l'avais apprise. La vie a parfois un sens de l'humour tordu. Juste au moment où l'on croit avoir tout compris, où l'on est certain de savoir à quel point on est dans la merde, l'univers décide de nous réserver un coup de théâtre qui change tout. Ce coup de théâtre est arrivé sous la forme d'une enveloppe couleur crème avec mon nom écrit en écriture cursive à l'ancienne, livré à ma porte exactement une semaine après ma libération. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Après tout ce que j'avais traversé, ce courrier officiel me retournait l'estomac. Ça aurait pu être un autre document juridique. Ça aurait pu être le dernier rebondissement du cauchemar qu'avait été ma vie pendant le mois précédent. Mais quelque chose dans l'adresse de retour a attiré mon attention, le cabinet de planification successorale Tennyson & Associates. Je n'en avais jamais entendu parler, mais l'entête semblait chère.
Le genre de papier épais qui coûtait plus cher la feuille que le déjeuner de la plupart des gens. À l'intérieur se trouvait une lettre que j'ai dû relire 3 fois avant de pouvoir saisir le contenu. Elle provenait d'un avocat nommé Harold Tennyson, qui prétendait avoir été l'ami et associé de mon père à l'époque. Il m'écrivait pour m'informer des biens que mon père avait laissés en fiducie. Des biens dont j'ignorais l'existence, dont on ne m'avait jamais parlé, dont je n'avais même pas soupçonné l'existence. Mon père était mort quand j'avais 19 ans, et je pensais tout savoir sur ce qu'il avait laissé, ce qui n'était pratiquement rien. Du moins, c'est ce que ma mère m'avait toujours dit. Quelques milliers sur un compte courant, des outils, un pick-up cabossé qui roulait à peine. Nous avions utilisé l'argent de l'assurance pour payer ses funérailles et couvrir une partie des frais médicaux de ma mère. Et voilà. Fin de l'histoire. Il s'est avéré que l'histoire était bien plus compliquée qu'on ne me l'avait laissé croire. J'ai appelé le numéro indiqué sur le papier en tête cet après-midi-là, à moitié convaincu qu'il s'agissait d'une arnaque. Mais Harold Tennyson avait l'air honnête, âgé, professionnel, avec une voix qui laissait penser qu'il exerçait le droit depuis avant ma naissance. Il m'a expliqué que mon père avait créé une fiducie au début des années 1990, mettant de côté des terres et des investissements que je pourrais réclamer à mes 30 ans ou si jamais je me mariais, selon la première éventualité. Votre père était très précis sur les conditions, a expliqué Tennyson lors de notre conversation téléphonique. Il voulait s'assurer que vous étiez bien installé, établi dans votre vie d'adulte avant que vous ayez accès aux biens. Mais franchement, monsieur Hay, je me demandais pourquoi vous n'aviez jamais osé les réclamer. Je n'en ai jamais su l'existence, ai-je dit, essayant encore de comprendre cette révélation. Ma mère n'a jamais parlé de fiducie. Oh, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. C'est regrettable. Votre père m'a expressément demandé de vous contacter tous les deux après son décès pour vous expliquer le dispositif. J'ai envoyé des lettres à l'adresse de votre mère, mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai supposé que vous avez décidé de ne pas poursuivre la question. Les pièces ont commencé à se mettre en place avec une clarté écœurante. Ma mère avait toujours connu cette confiance et ne me l'avait jamais dit. Peut-être qu'elle avait eu ses raisons. Peut-être qu'elle pensait que j'étais trop jeune, trop irresponsable, aussi quelque chose. Ou peut-être qu'elle voulait juste me protéger des attentes et des complications. Quoi qu'il en soit, elle avait pris ce secret dans sa tombe il y a 3 ans, et je vivais le chèque de paie à chèque de paie tout en étant assis sur des actifs que je ne savais même pas existants. Tennyson a suggéré que nous nous réunissions en personne pour passer en revue les détails. Et 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assis dans son bureau du centre-ville, entouré de livres de droit et de photos de famille, l'écoutant expliquer exactement ce que mon père avait laissé. Ce n'était pas de l'argent de la loterie, mais ce n'était pas non plus un changement de poche. Environ 40 acres de terres agricoles à l'extérieur de la ville qui appréciaient la valeur au cours des 2 dernières décennies, ainsi que des investissements conservateurs qui avaient discrètement augmenté tout ce temps. La valeur actuelle totale est d'environ 480 000 $, a déclaré Tennyson, glissant un dossier sur son bureau en acajou. Le terrain à lui seul vaut environ 350 000 $ sur le marché actuel, et le portefeuille d'investissement est passé à environ 130 000 $. J'ai regardé les chiffres sur les documents, essayant de traiter le fait que j'étais passé de penser que j'étais financièrement ruiné à découvrir que je valais soudainement près d'un demi-million de $. C'était surréaliste, comme découvrir que vous aviez été secrètement riche toute votre vie sans le savoir. Mais ensuite Tennyson a laissé tomber une autre bombe qui a fait que tout le reste avait un sens horrible parfait. Je dois mentionner, a-t-il dit, ajustant ses lunettes à bord métallique, qu'il y a environ 6 mois, j'ai reçu des enquêtes sur cette fiducie. Une femme prétendant être votre femme a contacté mon bureau pour demander des procédures pour réclamer des actifs au nom d'un conjoint. Mon sang a couru froid. Quel genre de demande ? Elle voulait savoir si les conjoints avaient le droit de faire confiance aux actifs. Que se passerait-il si le bénéficiaire était incapable ou décédé ? Il s'arrêta, clairement mal à l'aise avec où se dirigeait cette conversation. Bien sûr, j'ai expliqué que la confiance était très spécifique. Vous seul pouvez réclamer ces actifs et seulement pendant que vous étiez vivant et compétent pour le faire. La pièce a commencé à tourner un peu. Kelly avait connu cette confiance. Elle pêchait des informations sur la façon de mettre la main sur mon héritage. En pensant probablement que si j'étais hors de l'image, disons pourri en prison pour des accusations de drogue, elle pourrait être en mesure de déposer une sorte de réclamation en tant que conjoint survivant. Quand vous a-t-elle contacté exactement ? J'ai demandé. Tennyson a consulté ses notes. 15 février. Elle a appelé 2 fois cette semaine, en fait.
Très persistant. Février. 3 mois avant que Bianca ne fasse entrer avec nous. Pendant des mois avant d'être arrêtée, la chronologie commençait à peindre une image qui a fait tourner mon estomac. Cela n'avait pas été un schéma émouvant pour se débarrasser des preuves de drogue. Il s'agissait d'un plan calculé à long terme pour m'éliminer et voler mon héritage. Monsieur Tennyson, dis-je, ma voix qui sortait plus stable que je ne le ressentais. Que se passe-t-il maintenant? Puis-je réclamer cette confiance? Absolument. En fait, compte tenu des circonstances que vous avez décrites, je pense qu'il est impératif que nous nous déplacions rapidement pour tout finaliser. Il a sorti un autre ensemble de formulaires. La confiance vous attend depuis plus d'une décennie. Monsieur Hay, il est temps de réclamer ce que votre père voulait que vous ayez. Alors que je signais les documents qui transféreraient près d'un demi-million de dollars dans mon nom, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'ironie cosmique de tout cela. Ils ont essayé de me détruire pour voler quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voler. Ils avaient commis plusieurs crimes et ruiné leur propre vie à la chasse à des fonds qui n'allaient jamais être les leurs, peu importe ce qui m'est arrivé. Parfois, la justice vient des endroits inattendus. Parfois, l'univers a un sens de l'humour après tout. 6 mois plus tard, je me suis assis dans la rangée arrière de la salle d'audience 3, un acte final de tout ce putain de cirque. Le juge était une femme non censée dans la soixantaine qui avait clairement vu chaque histoire et excuse SOB dans le livre. Elle n'achetait aucune des performances pleines de remords qui se déroulent devant son banc. Bianca est allée en premier. Son avocat l'avait habillée dans un costume de marine conservateur et l'avait entraînée pour avoir l'air contrit. Mais je pouvais toujours voir cette arrogance familière cachée derrière ses fausses larmes. Lorsque le juge a demandé si elle avait quelque chose à dire avant la condamnation, Bianca s'est levée et a prononcé un discours répété sur la commission des erreurs et l'apprentissage de cette expérience. Jamais une seule fois, elle n'a mentionné mon nom ou ne reconnaît pas ce qu'elle m'a fait. 3 ans de sécurité minimale, a annoncé le juge. Éligible à la libération conditionnelle après 18 mois avec une réussite du traitement de la toxicomanie. Le tour de Cali et Darlene était encore plus pathétique. Ils avaient embauché un avocat coûteux du centre-ville qui a continué à parler de bon caractère et de déchets momentanés dans le jugement. Lance momentanée. Ils m'avaient regardé être arrêté, m'ont rendu visite en prison et m'ont demandé d'avouer les crimes que je n'ai pas commis. Ce n'était pas momentané. Qui a été calculé? 14 mois avec une libération supervisée, le juge a déclaré que lorsque son avocat s'est finalement fermé, plus 200 heures de service communautaire et 5 000 $ d'amende chacun. Mais voici ce qui m'est vraiment arrivé. À travers tout cela, à travers les arrestations et les dates et la condamnation, aucun d'entre eux ne m'a jamais regardé. Pas une seule fois, aucun d'entre eux n'a dit qu'ils étaient désolés d'avoir essayé de détruire la vie d'un homme innocent. Même maintenant face aux conséquences de leurs actions. Ils ont agi comme des victimes au lieu des criminels. Alors que le BEF les a conduits, je ressentais quelque chose que je ne m'attendais pas. Pas de satisfaction ou de vengeance, mais juste le vide. Ces gens étaient ma famille depuis 4 ans, et les regarder se faire condamner ressemblait à des étrangers. Les relations que je pensais être réelles avaient toujours été des illusions. À l'extérieur du palais de justice, Laurel m'a trouvé assis sur les marches. « Comment vous sentez-vous » elle a demandé. Gratuit. J'ai dit, et je le pensais. Pas seulement légalement libre, mais sans poids d'essayer de gagner l'amour de personnes qui n'ont jamais été capables de le donner. Libre de faire des excuses pour leur comportement. Libre de croire que j'étais le problème. Le chapitre de ma vie qui les a inclus a finalement été fermé. Il y a une lettre assise dans mon tiroir de cuisine que je n'ai jamais ouvert. Khalil a envoyé de la prison du comté environ 2 mois dans sa peine. Certains tentent de réconciliation que je suis sûr que son thérapeute ou son aumônier lui a dit d'écrire. Les enveloppes ont obtenu mon nom dessus dans son écriture familière. Mais je serai damné si je vais lui donner la satisfaction de lire les mensonges qu'elle a préparés pour se sentir mieux dans ce qu'elle a fait. Certaines choses ne méritent pas d'être revisitées. Certaines personnes ne peuvent pas demander pardon simplement parce que dire désolé pourrait les faire mieux dormir la nuit. Je vis différemment maintenant. J'ai une place sur le bord de la ville où Brick peut courir gratuitement et je peux travailler avec mes mains sans que les voisins ne posent des questions. L'argent de l'héritage m'a permis d'acheter le terrain et de construire un petit atelier où je fais de la menuiserie personnalisée. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'argent pour fabriquer des meubles pour les personnes qui veulent quelque chose de réel au lieu de la merde de la carte de particules que vous obtenez dans les magasins à grande surface. Brick vieillit, son museau est devenu gris et il se déplace un peu plus lent ces jours-ci, mais il est heureux. Chaque matin,
Il me suit jusqu'à l'atelier et dort dans une parcelle de soleil pendant que je travaille. Chaque soir, nous nous promenons autour de la propriété, nous nous faisons tous les deux en profitant du calme. Ellie s'arrête à la plupart des dimanches. Nous buvons de la bière, regardons les matchs, ne parlons pas beaucoup. C'est la chose à propos de la véritable amitié. Vous n'avez pas besoin de mots pour savoir que quelqu'un a le dos. Laurel a commencé cette organisation à but non lucratif dont elle parlait. Je leur envoie un chèque chaque mois. Aider à financer la défense légale pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de riposter lorsque le système essaie de les faire fermer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Je suis toujours là, toujours debout, et j'ai appris quelque chose d'important. Lorsque tout est supprimé, lorsque les personnes en qui vous avez confiance prouvent le plus en qui on ne peut pas faire confiance, vous découvrez qui vous êtes vraiment sous tout ce que j'aime l'homme que j'ai trouvé. Quelque part autour de ce que j'ai deviné était à 3 heures du matin, j'ai finalement compris quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début. Il ne voulait pas de justice et il ne voulait pas de la vérité. Il voulait que je suis parti, effacé de leur vie comme une erreur avec laquelle ils étaient fatigués de faire face. Et assis dans cette boîte en béton, écoutant les teintes qui entraient mes rêves pour les années à venir, j'ai réalisé qu'ils pourraient simplement obtenir leur souhait. Le lendemain matin, est venu avec tout le charme d'un canal radiculaire interprété par un dentiste ivre. J'avais peut-être pris 20 minutes de sommeil sur ce dispositif de torture médiévale qu'ils ont appelé un banc, et mon cou avait l'impression que quelqu'un l'avait utilisé pour la pratique du frappeur. Les lumières fluorescentes ne s'arrêtent jamais. Apparemment, le concept de jour et de nuit n'existe pas dans le verrouillage du comté, alors j'avais passé la majeure partie de la nuit à regarder les taches d'eau au plafond qui ressemblaient à de l'art abstrait peint par quelqu'un qui a une dépression nerveuse. Autour de ce que j'ai deviné était à 9 heures sur la base de l'activité accrue dans le couloir, un gardien est apparu dans ma cellule. Big Guy a probablement joué au football au lycée avant de découvrir que les beignets et un style de vie sédentaire étaient plus attrayants que de rester en forme. Il avait l'expression mortelle de quelqu'un qui avait fait ce travail depuis trop longtemps et avait cessé de voir les détenus comme des êtres humains quelque part en cours de route. Aïe, grognatait-il, ne prenant pas la peine de lever les yeux de son presse-papier. Vous avez des visiteurs. Mon cœur a fait ce petit saut étrange pour lequel je me détestais immédiatement. Une partie de moi, la stupide partie optimiste qui n'a jamais appris, pensait peut-être que Callie avait repris ses esprits. Peut-être qu'elle avait réalisé que tout cela était fou et était là pour me renflouer, pour s'excuser, pour expliquer que tout cela avait été un horrible malentendu que nous pouvions rire dans des années. Mais quand ils m'ont conduit à la salle de visite, un espace stérile avec des chaises en plastique boulonnées au sol et une épaisse feuille de plexiglas rayée séparant les visiteurs des détenus. Je les ai vus assis là comme s'ils attendaient une table chez Appleby. Callie avait l'air de sortir d'un tournage de magazine. Cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable, portant cette robe de soleil bleu que je lui ai achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Elle vérifiait son téléphone avec l'expression ennuyée de quelqu'un qui tue le temps au DMV. À côté d'elle, Darlene, et si j'avais pensé que Callie avait l'air de manière inappropriée, sa mère l'avait entièrement portée à un autre niveau. Elle était habillée comme si elle assistait à un déjeuner de charité, avec des perles, et cette fausse expression sympathique qu'elle portait pour les funérailles quand elle voulait avoir l'air inquiet, mais ne pouvait pas vraiment le ressentir. Ils ont ramassé les téléphones de leur côté du verre comme s'ils commandaient le service au volant, et j'ai attrapé à contre-cœur le mien, même si chaque instinct que j'avais me criait pour m'éloigner. Marcus. Chérie, Callie a commencé, et la chaleur décontractée de sa voix a fait ramper ma peau. Vous traite-t-il bien ici? J'ai apporté certaines choses. Votre déodorant, une chemise propre, certaines de ces barres granola que vous aimez. Je l'ai regardé à travers le plexiglas rayé, essayant de traiter la nature surréaliste de cette conversation. Elle me parlait comme si j'étais au camp d'été au lieu de la prison. Comme si c'était juste un inconvénient mineur qui se trierait si nous restions tous positifs et que nous avons gardé nos voix à la baisse. Me traite-t-il bien? J'ai répété ma voix en sortant plus rugueuse que je ne l'avais prévu. Callie, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je n'ai pas fait ça. Vous savez que ce n'était pas mes pilules. Quelque chose scintillait sur son visage. Peut-être la culpabilité. Peut-être l'agacement. Mais c'était parti si vite. J'aurais pu l'imaginer. Elle jeta un coup d'œil à sa mère et Darlene se pencha en avant. Avec ce sourire condescendant qui m'avait toujours donné envie de frapper quelque chose. Marcus, ma chérie, dit Darlene, sa voix dégoulinait de fausses préoccupations. Je sais que tout cela est très écrasant pour vous,
mais la chose importante maintenant est de réfléchir à ce qui est le mieux pour toutes les personnes impliquées. Qu'est-ce qui est le mieux pour tout le monde? Je pouvais entendre ma voix devenir plus forte, et le garde dans le coin m'a lancé un regard d'avertissement. Ce qui est le mieux serait de dire la vérité. Ce qui est le mieux expliquerait à ces gens que je n'ai jamais touché de drogue dans ma vie. Ils ont échangé un autre look. L'une de ces communications sans mots que les familles développent pendant des années de secrets partagés et de contrats tacites. C'était le genre de look qui disait qu'ils avaient déjà discuté de cela, déjà décidé comment cette conversation allait se dérouler. Marcus, a dit Callie, sa voix prenant ce ton patient qu'elle a utilisé lorsqu'elle pensait que quelqu'un était déraisonnable. Personne ne veut que cela soit plus difficile qu'il ne doit l'être. Si vous ne coopérez qu'avec le processus, les choses iront beaucoup plus fluides pour tout le monde. Coopérer avec le processus. J'avais l'impression d'avoir une expérience hors du corps. Tu veux dire avouer quelque chose que je n'ai pas fait? Est-ce ce que tu me demandes de faire? Darlene a tendu la main et a tapoté la main de Callie dans un geste qui était probablement censé être réconfortant, mais qui ressemblait plus à un signal. Gardons simplement les choses simples, Marcus, dit-elle. Sa voix prenant cet acier sous la tonalité de sucre que je l'avais entendu utiliser avec des télémarketeurs et des commis de magasin. Prenez le blâme. Cela va être plus facile pour tout le monde si vous ne compliquez pas cela plus compliqué que cela doit être. Disparaître tranquillement, je me suis assis pour un moment, en étudiant les visages à travers le plexiglas rayé. Vous savez exactement qui a mis ces pilules dans ma commode. Ils l'ont nié. Ils n'ont même pas essayé de paraître surpris ou confus. Callie vient d'étudier ses ongles manucurés comme s'ils étaient les choses les plus fascinantes du monde. Alors que Darlene a maintenu cette fausse expression sympathique qui commençait à faire trembler mes mains avec rage. C'est à ce moment-là que j'ai posé des questions sur Brick parce que j'avais besoin de savoir ce qu'ils avaient fait à la seule victime innocente dans tout cela. Où est mon chien? Darlene n'a pas manqué un battement. Nous l'avons laissé tomber au refuge hier, a-t-elle dit avec l'indifférence occasionnelle de quelqu'un qui discute de la météo. Vous ne revenez pas de sitôt, et aucun de nous ne peut prendre soin d'un gros chien comme ça. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est cassé. Pas brisé de façon spectaculaire comme du verre en verre, mais fissuré tranquillement comme de la glace sous pression. Ils avaient tout pris, ma liberté, ma réputation, mon avenir. Et cela n'avait pas suffi. Ils devaient détruire la seule relation pure de ma vie, la seule créature qui m'aimait inconditionnellement. J'ai regardé ces deux femmes, ma femme et sa mère, et j'ai finalement vu eux clairement pour la première fois. Ils n'étaient pas là parce qu'ils se souciaient de moi ou se sentaient coupables de ce qu'ils avaient fait. Ils étaient là pour m'assurer que je suis resté silencieux, pour me convaincre de prendre ma punition comme un bon petit bouc émissaire, afin que leur précieuse Bianca puisse s'éloigner. Sortez, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Marcus. Callie a commencé. Sortez. J'ai claqué le téléphone si fort que le garde fit un pas en avant. Ne reviens pas. N'appelez pas. N'écrivez pas. Nous avons fini. Alors qu'il s'éloignait, les talons de Callie cliquant sur le fond de linoleum comme un compte à rebours. J'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais arrêté d'espérer qu'il me défendrait. Arrêtez de s'attendre à ce qu'il fasse la bonne chose. Vous avez arrêté de croire que l'amour signifiait quelque chose pour les gens qui pouvaient vous jeter comme des ordures lorsque vous êtes devenu gênant. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient que je suis parti. Et assis dans cette salle de visite, les regardant disparaître à travers la sortie comme la fumée, j'ai finalement compris que parfois les gens qui prétendent vous aimer sont ceux les plus capables de vous détruire. Hier, après la petite performance de Callie et Darlene, je m'étais à peu près démissionné pour me faire un chemin de fer par le système. Les défenseurs publics ont été surchargés de travail, sous-payés et traitant des affaires par des dizaines. J'ai pensé que j'aurais un avocat fatigué qui jetterait un coup d'œil aux preuves. Encouragez-moi à plaider coupable pour une peine réduite et à passer au pauvre salaud suivant en ligne. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque vous n'êtes personne spéciale sans argent et sans connexion, non? Mais quand ils m'ont amené dans la salle de réunion cet après-midi-là, j'ai été surpris de trouver quelqu'un qui avait vraiment ressemblé à ce foutre. Laurel Martinez n'aurait pas pu être plus de 28 ans avec des yeux pointus derrière des lunettes en fil et le genre d'énergie ciblée qui vous a dit qu'elle combattait des batailles sur plusieurs fronts. Sa mallette était portée mais organisée. Son costume était hors du rack mais professionnel. Et quand elle m'a serré la main, elle m'a regardé directement dans les yeux comme si j'étais un être humain au lieu d'un autre dossier de cas. Monsieur Hay, a-t-elle dit,
s'installant dans la chaise en plastique en face de moi. J'ai lu le rapport de police et je dois être honnête, les preuves contre vous semblent assez accablantes sur papier, mais quelque chose à propos de tout cela ne me convient pas. Le concessionnaire dans l'histoire du crime ou que vous vouliez être pris. Vous avez fait votre devoir. C'est mon travail. Mais voici la chose. Soupçonnant quelqu'un et prouvant que ce sont deux animaux complètement différents. Avez-vous un moyen de prouver que quelqu'un d'autre aurait pu planter ces médicaments? Des preuves qui la mettent dans votre chambre lorsque vous n'étiez pas? C'est à ce moment-là que cela m'a frappé comme un éclair vers le cerveau. Je me suis assis si vite que j'ai presque renversé la tasse d'eau qu'il m'avait donnée. La caméra, dis-je, mon cœur commençant à courir. La caméra. Laurel haussa un sourcil. Quelle caméra? L'année dernière après Brick, c'est mon chien. Après avoir subi une opération au genou, j'ai installé cette petite cam de nounou dans le coin de notre chambre. Rien d'extraordinaire, juste une chose bon marché que j'ai achetée sur Amazon pour le garder un œil pendant que j'étais au travail. Assurez-vous qu'il n'essayait pas de sauter sur le lit et de se réintégrer. Je pouvais voir les roues tourner derrière les lunettes de Laurel. Est-ce toujours là? Autant que je sache, c'est minuscule, de la taille d'un quart. Se trouve sur la bibliothèque dans le coin. Enregistre sur une carte SD. Activé de mouvement. Pas de stockage cloud ou quelque chose comme ça. Je m'arrêtais, la réalité me frappant comme une douche froide. Mais je ne peux pas vraiment aller l'obtenir moi-même. Qui d'autre a accès à votre maison? Juste eux. Callie, sa mère, Bianca, j'ai pensé un instant. Attendez, il y a une personne. Mon voisin Ellie. La marine à la retraite vit à côté. Bon gars, calme, s'occupe de sa propre entreprise, mais il a toujours été solide. Je lui ai donné une clé de rechange l'année dernière lorsque je suis sorti de la ville pour travailler. Laurel sortait déjà son téléphone. Pouvez-vous l'appeler? Ils m'ont donné un appel quand je suis arrivé ici et je ne l'ai pas utilisé. C'était hier. Vous en obtenez un autre aujourd'hui. Elle se leva et frappa à la porte. Garde. Monsieur Hay doit passer son appel téléphonique. 20 minutes plus tard, je me tenais devant ce même téléphone salarial crasseux, priant pour qu'Ellie réponde et que cette idée folle puisse en fait fonctionner. Le téléphone a sonné 3 fois avant d'entendre sa voix gralement familière. Ellie, c'est Marcus de à côté. J'ai de sérieux problèmes et j'ai besoin de votre aide. Il y a eu une pause. Alors où es-tu, fils? Verrouillage du comté. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps à expliquer, mais j'ai été mis en place. Encadré pour la possession de drogue. J'ai besoin que vous alliez chez moi et que vous obteniez quelque chose pour moi. Une autre pause. Plus longtemps cette fois. De quoi avez-vous besoin? C'était ça. Le moment où j'ai découvert s'il me restait de vrais amis dans le monde. Entrez par la porte arrière. Vous avez toujours cette clé de rechange que je vous ai donnée? Il y a une petite caméra sur la bibliothèque dans ma chambre sur la taille d'un quart. Noir, il y a une carte SD qui pourrait prouver que je n'ai pas fait cela. La caméra enregistre. Activé de mouvement. Si quelqu'un était dans cette salle de plantation de preuves, cela aurait pu les avoir attrapés. Ellie n'a pas hésité. Et votre chien? Je l'ai entendu aboyer hier. Alors rien. Ma gorge est devenue serrée. Ils l'ont emmené au refuge. Si vous le pouviez, j'aurais d'abord de la brique, alors la caméra. Ne vous inquiétez pas pour le chien, Marcus. J'ai de la place pour lui jusqu'à ce que vous soyez réglé. Un soulagement m'a inondé si vite que j'ai dû me pencher contre le mur. Ellie, je ne peux pas vous remercier assez. Ne me remerciez pas encore. Voyons d'abord ce qu'il y a sur cet appareil photo. Sa voix est devenue sérieuse. Marcus, tu n'as pas fait ça? Je jure sur la tombe de ma mère. Je n'ai jamais touché de drogue dans ma vie. C'est assez bien pour moi. J'appellerai votre avocat quand j'aurai la caméra. Quel est son nom? Laurel Martinez. Elle est défenseur public. Donnez-moi 1 heure. La ligne est devenue morte et je me tenais là en tenant le téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti que quelque chose que j'avais presque oublié existait. Espoir. C'était une chose fragile, à peine plus qu'un scintillement, mais c'était là. Quand je suis retourné dans la salle de réunion,
Laurel attendait avec un coussin légal couvert de notes. Donc, il va l'obtenir. Les bonnes personnes d'Ellie, ancienne marine, directement comme un flèche. Si quelqu'un peut le retirer sans se faire prendre, c'est lui. Et si la caméra a attrapé quelque chose, je me suis penché en arrière sur la chaise en plastique, me sentant plus éveillé que je ne l'avais fait depuis des jours. Alors peut-être que ces salauds ne sont pas aussi intelligents qu'ils le pensent. Laurel hocha la tête, mais je pouvais voir la prudence dans ses yeux. Elle avait probablement été déçue par de longs coups auparavant, a probablement vu trop de cas où les preuves qui étaient censées sauver quelqu'un se sont avérées être des vœux pieux. Mais j'avais un sentiment à ce sujet. Appelez cela l'intuition, appelez le désespoir, appelez-le comme vous voulez. Quelque chose m'a dit que la petite caméra, celle que j'avais achetée pour protéger mon chien blessé, pourrait bien être la chose qui m'a sauvé le cul et a exposé la vérité sur les gens qui avaient essayé de me détruire. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre et de prier pour que Bianca ait été aussi négligente qu'elle était malveillante. 2 jours ont rampé par des animaux blessés, se traînant à travers du verre brisé. 48 heures de fixer ces mêmes murs gris, écoutant le même buzz fluorescent, se demandant si Ellie avait réussi à entrer chez moi sans que Callie ou sa famille ne l'attrape, se demandant si cette petite caméra avait en fait enregistré quelque chose d'utile ou si je saisissais juste les pailles pendant que ma vie entourait le drain. L'incertitude était de me manger vivante de l'intérieur. J'avais à peine dormi, touchais à peine la viande mystère qu'ils ont appelée la nourriture dans cet endroit. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, mon cœur sautait, pensant que c'était peut-être un garde venant me dire que j'avais un visiteur, que Laurel avait des nouvelles. Mais c'était toujours plus de la même chose. La routine sans fin d'un système conçu pour broyer les gens jusqu'à ce qu'ils permettent complètement l'espoir. Puis mercredi après-midi, le garde est apparu à ma cellule avec la même expression ennuyée qu'il portait toujours. Grêle des avocats ici. J'ai pratiquement sprinté dans ce couloir, mon pouls battant si fort que je pouvais l'entendre à mes oreilles. Quand je suis entré dans la salle de réunion et que j'ai vu Laurel assis là avec un ordinateur portable et une clé USB, je savais immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait une énergie à son sujet, une excitation à peine contenue qu'elle essayait de garder professionnelle. « Marcus, dit-elle en m'asseyant. Nous devons parler. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles parce que je ne pense pas pouvoir gérer plus de mauvaises nouvelles en ce moment. » Elle a ouvert son ordinateur portable et a branché la clé USB, ses doigts se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un qui avait été debout toute la nuit à réviser les preuves. Out of his mind. Relief washed over me so fast he felt dizzy. Is ok? Ellie says it's fine. Just confused and missing you. Is staying at Ellie's place for now. She clicked a few keys on her laptop, but that's not why I'm here. The camera, Marcus, it cooked everything. My mood went there. Everything. See for yourself. She turned the laptop screen toward me, and suddenly he was looking at a grainy but clear view of my chambre de mardi dernier. Quelques heures avant de rentrer du travail. Environ 4 heures avant que les flics ne se présentent à ma porte. Au début, c'était juste une pièce vide. Ensuite, la porte s'est ouverte et Bianca est entrée comme elle était propriétaire de l'endroit. Elle portait des gants en caoutchouc, le type de lave-vaisselle jaune que Callie gardait sous l'évier de la cuisine et portant un petit sac en plastique que j'ai reconnu immédiatement. Le même sac que les flics avaient tiré de mon tiroir de commode. Fils de pute, je murmurais, regardant ma belle-sœur se déplacer dans ma chambre avec la confiance de quelqu'un qui avait planifié cela jusqu'au dernier détail. Elle est allée directement à la commode. Pas d'hésitation, pas de regard autour de lui. Elle savait exactement où elle allait et ce qu'elle faisait. Le tiroir inférieur s'ouvrit et elle a mis de côté mon ancien t-shirt de collège. Trouvez-les moins de 4 heures plus tard. Pas comme si elle l'avait repéré, mais comme si elle était fière de ce qu'elle venait de faire. Comme si elle voulait que quelqu'un voie son travail. Ce sourire narquois que j'avais grandi pour détester était plâtré sur son visage alors qu'elle décollait les gants et sortit de ma chambre, me laissant prendre la chute pour tout ce qui était illégal qu'elle avait fait. Des images claires à horaire montrant la préméditation avec les gants, a déclaré Laurel, sa voix serrée avec une colère à peine contrôlée. Votre femme et votre belle-mère ont reculé un mensonge. Marcus, ils savaient exactement ce que Bianca avait fait, et ils vous ont quand même laissé être arrêté. J'ai regardé l'écran, en regardant la rediffusion de la boucle. Bianca entrant, plantant les preuves, sortant. Ma propre belle-sœur détruisant ma vie avec la même indifférence décontractée que la plupart des gens ont montré lors de la sortie des ordures.
Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous appelons le procureur et demandons une réunion immédiate. Toutes les parties sont présentes. Laurel a éjecté le lecteur flash et l'a glissé dans sa mallette comme si elle était en or. J'ai déjà contacté le bureau du DA. Ils veulent voir cela aujourd'hui. 3 heures plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence du palais de justice, face aux mêmes personnes qui m'avaient regardé me faire arrêter sans soulever le doigt pour aider. Calice est assis en face de moi, son calme parfait montrant enfin quelques fissures.